Le répit est de courte durée, car la machine leur fournit bientôt un nouveau numéro. Cette fois, il s'agit d'un homme nommé Joey, un ancien soldat décoré à plusieurs reprises pour sa bravoure. John commence à le surveiller et découvre qu'il travaille comme palefrenier dans un hôtel. Un jour, Joey envoie un message suspect avant de quitter son poste. Intrigué, John le suit et finit par le voir entrer dans une banque. Rapidement, Joey enfile un masque et, avec ses complices, déclenche un braquage. Immobilisé au sol, John ne peut pas intervenir. Lorsqu'un agent de sécurité tente d'attraper son arme, il l'arrête immédiatement. Riposter ne ferait qu'aggraver la situation. Après le braquage, Harold propose de livrer Joey à la police avant que quelqu'un ne perde la vie. Toutefois, John veut comprendre comment un soldat aussi exemplaire a pu tomber dans la criminalité. Il poursuit donc son enquête et découvre que Joey appartient à un réseau d'anciens militaires spécialisés dans les braquages. Pour infiltrer le groupe, Reese se fabrique une fausse identité et se rend dans un bar tenu par un ancien sergent nommé Samedi. Il lui explique qu'il cherche un travail bien payé et qu'un ancien camarade, aujourd'hui décédé, lui avait parlé de lui. Quelques jours plus tard, Finch met en place un stratagème pour faire arrêter le chauffeur de l'équipe. Lorsqu'il est contrôlé par la police, on découvre un fusil à pompe dans son véhicule, ce qui lui vaut une arrestation immédiate. Grâce à cette absence, une place se libère dans le groupe, permettant à Reese de se faire recruter. Pendant ce temps, Carter examine les images de surveillance de la banque. Elle aperçoit alors un détail troublant, un homme empêchant un garde de sortir son arme. Même si son visage reste hors de vue, elle commence à soupçonner qu'il pourrait s'agir de John. Lors de sa prochaine rencontre avec Harold, John lui confie ses doutes. Joey ne ressemble pas à un tueur. Il ajoute que tuer en temps de guerre est une chose, mais abattre des innocents en est une autre. Pour mieux gagner sa confiance, Reese feint une rencontre fortuite avec Joey et lui demande quand aura lieu leur prochain coup. Joey lui explique que tout dépend de Sam, car c'est lui qui donne les ordres. Peu à peu, une certaine camaraderie s'installe entre eux, notamment après qu'ils aient déclenché une bagarre avec deux hommes. Reese commence à interroger Joey sur sa vie personnelle, lui demandant s'il a des enfants. Il sait que ce soldat entretient des liens avec deux femmes différentes. Toutefois, Joey reste évasif, préférant garder sa vie privée pour lui. Il se contente de répondre qu'il a des obligations à remplir. Quelques jours plus tard, le gang contacte Reese pour une nouvelle mission. Au même moment, la police parvient à identifier l'un des membres du groupe. Leur prochain coup consiste à braquer un cercle de jeux clandestins appartenant à la mafia. L'opération se déroule rapidement. Il s'enfuit juste avant l'arrivée des forces de l'ordre. Tandis que Sam prépare une nouvelle attaque, Harold estime qu'il est temps de mettre un terme à cette affaire. Pourtant, Reese demande encore un peu de temps. Il veut protéger Joey. Il a découvert que l'une des femmes qu'il fréquente est sa petite amie, tandis que l'autre est l'épouse de son camarade de guerre. Ce dernier a une fille, et Joey s'est juré de réunir assez d'argent pour qu'elle puisse grandir dans de bonnes conditions. Par ailleurs, sa propre compagne vient d'avoir un bébé. Lors de la mission suivante, le gang doit voler des preuves impliquant un certain Elias. Finch, qui surveille la situation, découvre que Sam est en réalité en train de piéger l'équipe. Il prévient immédiatement Reese. Au moment où les hommes remettent les dossiers à Sam, celui-ci les abat un à un. Reese réussit cependant à sauver Joey et lui conseille de quitter la ville au plus vite. Un peu plus tard, Sam remet les preuves à une personne inconnue. Lorsque Reese le retrouve, il est déjà mort. Après ces événements éprouvants, Harold décide qu'il est temps de consulter un médecin. Bien qu'il souffre de douleurs au dos et ait besoin de médicaments, sa véritable intention est de voler la radio de l'hôpital du Dr Tillman. En effet, la machine a généré son numéro et ils doivent comprendre ce qui lui arrive. John commence à la surveiller et constate qu'elle mène une vie solitaire, consacrée uniquement à son travail. Pourtant, un soir, elle décide de sortir dans un bar. Un homme tente de l'aborder, mais Reese s'occupe rapidement de lui. À l'intérieur du club, il aperçoit un certain Andrew, un individu qui avait déjà croisé Tillman plus tôt dans la journée. Par curiosité, Reese le bouscule volontairement et découvre qu'il transporte de la drogue. D'après le barman, Tillman vient seul au club presque tous les soirs. Il est probable qu'elle ait attiré l'attention d'Andrew. Le lendemain, John s'introduit dans l'appartement d'Andrew et vole les fichiers de son ordinateur. Avec Harold, il découvre que Andrew est un prédateur qui cherche constamment à exploiter des femmes. Son passé criminel remonte à ses années d'université, mais son casier judiciaire a été effacé officiellement. Pendant ce temps, Carter analyse les images de surveillance du braquage des dossiers. Elle remarque qu'un des cambrioleurs a brièvement interagi avec Harold. Elle trouve curieux qu'ils aient échangé quelques mots. Plus tard dans la soirée,
John observe Andrew approcher Tillman dans le bar. Après un bref échange de séduction, ils quittent ensemble l'établissement. Andrew tente d'inviter la médecin chez lui, mais elle décline son offre. Alors qu'il s'éloigne, Tillman le suit discrètement et utilise son appareil photo pour zoomer sur ses mouvements. John contacte immédiatement Finch. Selon lui, Andrew ne traque pas Tillman. C'est plutôt la médecin qui traque le banquier. Il se rend ensuite chez Fusco pour lui demander d'obtenir l'ancien dossier d'Andrew. Lorsqu'il le lit, John commence à relier les pièces du puzzle. Lorsqu'il met bout à bout les éléments de son enquête, John découvre qu'Andrew avait été accusé d'agression sexuelle lorsqu'il était étudiant. Malheureusement, les charges ont été abandonnées, faute de preuves suffisantes. La victime avait attendu 2 jours avant de signaler l'incident. Plus tard, cette jeune femme a commis l'irréparable en consommant une dose excessive de drogue. Mais ce n'était pas une inconnue. Elle était la sœur du docteur Tillman. Ainsi, la vérité éclate. Tillman ne traque pas Andrew par hasard. Elle cherche à se venger. La machine leur a donné son numéro parce qu'elle est sur le point de le tuer. Pendant ce temps, Harold reçoit la visite de Carter, qui veut savoir ce que le braqueur lui a dit lors du vol des dossiers. Fidèle à son habitude, Harold ment habilement et prétend que l'homme lui a simplement ordonné d'arrêter de le fixer du regard. De son côté, John continue son enquête et découvre que Tillman a acheté assez de produits chimiques pour dissoudre le corps d'Andrew après l'avoir tué. Il comprend alors qu'il doit agir rapidement. Son plan ? Faire disparaître Andrew avant que Tillman ne passe à l'acte. Pour cela, il met en scène un accident en utilisant la voiture d'Andrew, soigneusement remplie de drogue. La police l'arrête immédiatement. Cependant, dès le lendemain, Andrew est relâché. John est furieux. Comment cela a-t-il pu arriver ? Fusco lui explique alors la réalité des choses. Andrew est riche et possède 4 avocats dont les costumes coûtent plus cher que son salaire annuel. Mais Tillman, elle, n'a pas renoncé. Cette nuit-là, elle s'introduit dans l'appartement d'Andrew, le neutralise avec un tasé, lui injecte un sédatif et le transporte jusqu'à sa camionnette en fauteuil roulant. John intervient au dernier moment. Il lui demande de s'asseoir avec lui et tente de la raisonner. Il sait ce qu'elle s'apprête à faire, l'homme que tu as attaché à l'arrière de cette camionnette. Avec des mots pesés, il parvient à lui faire comprendre que si elle tue Andrew, ce n'est pas seulement lui qui mourra. Une partie d'elle-même disparaîtra aussi. Tillman n'est pas une tueuse, c'est une femme qui aide les autres. Finalement, elle renonce. Mais John, lui, n'en a pas fini avec Andrew. Il l'emmène dans un lieu reculé et entame une conversation troublante avec lui. Il tente de déterminer s'il doit le laisser en vie, en considérant que les gens peuvent changer, ou s'il doit l'éliminer, persuadé que certaines personnes ne changent jamais. John se pose alors une question lourde de sens. Existe-t-il encore des bonnes personnes, dans ce monde, ou seulement des bonnes décisions à prendre ? Finalement, il pousse Andrew à l'aider à prendre une décision. Et l'écran devient noir. Quelques jours plus tard, la machine génère un nouveau numéro de sécurité sociale, celui d'un homme nommé Samuel Gates. Samuel est juge à la Cour suprême et sa réputation le précède. Il est reconnu pour son impartialité et sa fermeté. Il a déclaré la guerre au crime et sans surprise, il s'est attiré de nombreux ennemis. John commence à le suivre et remarque rapidement que plusieurs hommes semblent également l'observer. L'un d'eux s'apprête à agir. Reese se prépare à intervenir, mais au lieu d'une attaque, l'homme sort simplement son téléphone, envoie un message, puis jette l'appareil dans une poubelle avant de s'éloigner. Intrigué, John récupère le téléphone et lit le message. Samuel a terminé l'école. Aussitôt, il comprend. Ils suivent la mauvaise personne. Je crois qu'on s'est trompé de Sam Gates. Pendant ce temps, un groupe de criminels passe à l'action et tente d'enlever le fils du juge. Reese se précipite pour l'empêcher, mais une altercation éclate. L'un des ravisseurs sort une arme et tire. John s'effondre, inconscient, tandis que les hommes s'emparent de l'enfant et s'enfuient. Peu après, le juge reçoit un appel. Au bout du fil, les ravisseurs lui annoncent qu'ils détiennent son fils. Ils lui ordonnent d'attendre leurs prochaines instructions et de ne prévenir personne. Dévasté, le juge n'a d'autre choix que d'obéir. C'est alors que John, bien décidé à l'aider, s'approche de lui et prononce ces mots. « Qui êtes-vous » demande le juge. John répond d'une voix calme, « Je suis là pour vous aider. » John assurait au juge que les ravisseurs garderont son fils en vie tant qu'il leur sera utile. Désemparé, Samuel veut savoir qui il est, mais John reste évasif. « Je suis juste quelqu'un qui essaie de vous aider. » Ensemble, ils se rendent chez le juge. Sur place, Samuel s'interroge. Comment les ravisseurs ont-ils pu contourner son système d'alarme ? John lui conseille d'attendre leur prochain appel pendant qu'il part enquêter du côté de la nounou.
Sur le chemin, il reste en contact avec Finch, qui tente de pirater le réseau téléphonique pour localiser l'appel des ravisseurs. Mais pour l'instant, cela s'avère impossible.